Merci à tous. Vous m'entendez bien? Merci à tous. En fait, je me sens très privilégié de pouvoir vous parler sur. Moi, je suis médecin et je suis en fait pédiatre, mais depuis à peu près 35 ans, je fais surtout de la recherche liée à la vision. Initialement, ma carrière, c'était une recherche qui était particulièrement qui visait les enfants comme pédiatre. Et puis après ça, je me suis inspiré de- des trouvailles qu'on avait fait sur la vision de l'enfant pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'adulte. Et en fait, il y avait des fois des similitudes dans les problèmes de vision aux extrêmes de la vie. Le petit bébé prématuré et puis la personne qui commence à prendre un petit peu plus d'âge. Il y a à peu près une quinzaine d'années, à peu près 15-17 ans, je me suis vraiment focusé sur la dégénérescence maculaire. Et mon intérêt en tant que pédiatre et pharmacologue, je me suis intéressé particulièrement sur les aspects de thérapie moléculaire, des médicaments. Et, donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, on va surtout me concentrer sur des aspects médicamenteux, des thérapies émergentes qui sont en train, et je peux vous dire que c'est beaucoup plus intéressant maintenant que ce l'était il y a à peu près une quinzaine, une vingtaine d'années, où en fait, il n'y avait vraiment pas grand-chose à offrir. L'autre chose que je vais vous faire aussi, on va parler aussi de des extrêmes de la vie. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu comment des pathologies de l'enfance peuvent prédisposer en fait à des maculopathies plus tard dans la vie, à un âge beaucoup plus précoce. Alors, ici, bon, voilà. Oui, je l'ai. Alors, je parle à un groupe, en fait, et si vous me permettez, qui a beaucoup d'expérience. Vous avez entendu beaucoup de conférences. Et donc, certaines des choses que je vous présenterai, vous le connaissez déjà. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est un problème de notre société beaucoup plus moderne. Il y a un siècle de ça, en fait, on entendait rarement. En fait, quand moi j'étais en médecine, il y a 45 ans, on entendait très rarement parler de cette maladie. Parce qu'en fait, maintenant, avec la longévité, on le détecte beaucoup plus fréquemment. On s'attend, en ce moment, il y a environ 190 millions de personnes qui sont affectées au niveau mondial. Et puis, on s'attend à ce que d'ici une quinzaine d'années, donc assez proche, il y aura environ 300 millions de personnes qui seront affectées avec le vieillissement de la population. La prévalence est particulièrement haute en Amérique du Nord et en Europe parce que, en fait, la longévité en Amérique du Nord et en Europe l'est beaucoup plus que dans d'autres continents tels que l'Asie. Et par contre, avec le développement qui se passe en Asie, le développement médical y compris, le développement social, il y aura de plus en plus, on note déjà en fait une augmentation très marquée de l'incidence de la dégénérescence maculaire et on s'attend à ce que ça va dépasser en fait ce qui se passe en Amérique du Nord et en Europe. Les femmes et les personnes caucasiennes sont plus, il y a une prédilection un peu plus forte chez les femmes elle n'est pas énormément plus forte, mais elle est un peu plus forte chez les femmes et les personnes caucasiennes. Mais par contre, parce qu'il faut faire attention, quand on fait des études, il faut prendre aussi en considération les personnes qui sont plutôt basanées, métisses, etc., pour qu'en fait, on puisse identifier dans quelle
quand on stratifie les populations, où est-ce que notre traitement fonctionne le mieux? Pour les personnes qui commencent à noter en fait des changements au niveau de la vision, la dégénérescence maculaire, on la note par en fait initialement la vision centrale est plutôt sombre et plutôt embrouillée. Et les lignes droites que l'on notait avant commencent à être un petit peu en distorsion. Plus ceci est davantage plus marqué si en fait la personne elle souffre plutôt d'une dégénérescence maculaire qui est de type ce qu'on appelle sèche. Ça veut dire qu'il est plutôt dégénérative que plutôt néovasculaire. Dans le néovasculaire, nous avons surtout c'est surtout embrouillé avec l'édème qui se développe et aussi les néovaisseaux. Et c'est donc ainsi que nous définissons les changements par des dommages qui sont au niveau de la rétine centrale. C'est de la vision centrale, comparé à d'autres pathologies qui sont plus fréquentes avec l'âge, telles que le glaucome. Elle tend à affecter surtout la rétine périphérique, et puis après, ça s'en va vers le central. Ou bien des maladies génétiques, telles que les rétiniques pigmentaires, qui, eux, ils affectent surtout la périphérie, et puis après, ça s'en va vers le central. Mais la dégénérescence maculaire, parce que la macula est centrale, donc c'est une atteinte vraiment centrale. Et donc, comme je partageais avec Mme Castonguay, il est extrêmement important d'identifier les changements visuels précocement. Plus on le détecte précocement, plus on a des chances, en fait, d'intervenir et que cette intervention ait du succès. Et je vais en parler un petit peu de ça bientôt, avec mes diapos. Donc, et ceci aussi, ça a un impact quasiment sur la prévention de la progression de la maladie. Ça prévient que cette maladie progresse, parce que si on le prend trop tardivement, comme n'importe quelle maladie, là alors nos chances de succès ne sont pas aussi. Vous voyez ici, en fait, une diapo en haut. C'est juste pour vous donner un petit aperçu, et cet aperçu est important pour vous afin de comprendre comment, en fait, au niveau pharmacologique, qu'est-ce qu'on décide de cibler. C'est parce que si on comprend la physiopathologie de cette maladie, on est capable alors de dire, d'accord, on a besoin de cibler tel et tel mécanisme, tel et tel mécanisme. Et probablement, c'est une multitude de mécanismes. Et alors, la dégénérescence maculaire, elle progresse par une accumulation graduelle de ce qu'on appelle les drusènes. Ce sont des amas que vous voyez ici, en dessous. Ah oui, vous êtes capable de voir mon... Oui, voilà mon... Voilà. Ça, c'est un drusène qui est large, qui est en dessous d'une couche de cellules qui s'appelle l'épithélium pigmentaire rétinéen. C'est une monocouche, une seule couche de cellules. Et puis, ces amas, qu'est-ce que c'est? C'est en fait des sécrétions de différentes cellules. Et puis, en plus de ça, une accumulation de cellules inflammatoires qui vient et qui meurent là, et elles forment en fait ces amas, ces drusènes. Des fois, avec les dysfonctions au niveau de la monocouche que nous avons ici, cette monocouche de cellules pigmentaires. Des fois, oui.
Est-ce que vous la voyez là? Voilà. Je pense que des fois, ah voilà, ça c'est la monocouche. Quelque chose de plus gros. J'aime ça. Ça va être mieux, ça. Merci, Non, Victoria. On la voit pas. Ça sera mieux. En fait, on voit la petite, vous voyez en rouge, c'est un petit peu mieux là. Ouais, c'est mieux. Et alors, vous voyez cette monocouche. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, il y a une déformation au niveau de cette couche. Elle devient plus perméable parce qu'en fait, elle est normalement pas mal imperméable, cette couche-là, dans notre jeunesse. Et en fait, là alors, les débris cellulaires peuvent se produire, ce qu'on appelle des pseudodrusènes, entre les photorécepteurs ici, et puis la couche d'épithélium pubique. Et alors, nous avons, donc d'emblée, nous avons déjà un élément que je soulève, où il y a une accumulation de lipides, il y a une accumulation de cellules inflammatoires, il y a une accumulation de débris cellulaires qui, eux, en fait, engendrent un processus de peroxydation. C'est-à-dire que, pourquoi il y a une peroxydation? Il y a de l'oxydation des cellules, parce qu'en fait, on est juste vis-à-vis de la choroïde, qui est cette couche-là, vous voyez ici, une couche capillaire qui, en fait, amène la plus grande quantité de sang et d'oxygène, donc d'oxygène et de nutriments aux cellules pigmentaires. En fait, il n'y a aucun système capillaire dans le corps, ni même au niveau du cerveau, qui amène tellement un débit sanguin si tel fort. Le choriocapillaire amène en fait un débit sanguin d'environ 1500 millilitres par minute par 100 grammes de tissu. Le cerveau, qui lui est bien oxygéné, amène 100. Donc, il y a une énorme différence entre le cerveau et la choriocapillaire. Donc, ça fait que la quantité d'oxygène qu'il y a est énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, les photorécepteurs ont besoin de ceci pour survivre. Parce qu'ils ont un métabolisme extrêmement actif. Mais par contre, lorsque nous avons des accumulations de produits peroxydés, là, ça engendre davantage cette peroxydation, cette oxydation-là au niveau de ces débris. Et donc, d'emblée, on se dit, ah, voilà une cible, l'oxydation. Une autre cible qui est l'inflammation. Une autre cible qui est cette accumulation de lipides. Et puis, plus on continue, le temps passe, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'inflammation, la peroxydation, cette accumulation de lipides oxydés ont un effet néfaste sur la survie de l'épithélium pigmentaire et en conséquence sur la survie des photorécepteurs. Et c'est là alors qu'on voit une dégénérescence de ces photorécepteurs. Et donc, il y a des éléments qui mènent à la destruction de ces photorécepteurs par cette inflammation et par d'autres mécanismes. En fait, s'il y a destruction, ça veut dire qu'il y a mort de cellules. S'il y a une mort de cellules, il y a donc différents processus de mort cellulaire. Et donc, on peut aller alors davantage cibler le type de mort cellulaire impliqué. Donc, On a dit. donc la DMLA est multifactorielle. Il y a des éléments qui sont génétiques et des éléments qui sont non génétiques, qui sont acquis. Parmi les éléments génétiques, vous avez beaucoup entendu parler de la cascade du complément. C'est un processus qui participe à l'inflammation. Il est impliqué dans beaucoup de cas de dégénérescence maculaire. Je reviendrai sur ça pour vous voir qu'on a des médicaments qui ciblent le complément.
Il y a aussi d'autres, comme des molécules qui sont impliquées dans la captation des lipides oxydés à l'intérieur de la cellule et de s'en débarrasser de ces lipides. Le CD36. Il y a d'autres molécules où il y a des mutations aussi de ce CD36. Il y a des mutations aussi au niveau de l'interleukine 1. C'est une cytokine très importante. C'est la première cytokine qui a été découverte en 1978. Et elle est très, très impliquée. Elle est haut dans la cascade d'événements en inflammation. Les mutations au niveau des voies métaboliques du cholestérol, donc les lipides. Des mutations au niveau du collagène. Puis, il y en a d'autres également qui font partie, qui sont impliqués dans des aspects qui sont néovasculaires. Parce qu'on divise en deux catégories la dégénérescence maculaire. On parle de dégénérescence maculaire néovasculaire ou humide, et la néovasculaire et sèche. Mais en réalité, chez une personne, on peut avoir les deux. Puis il y a aussi des facteurs environnementaux. Partage d'écran, on a un petit problème avec le partage. Il y a aussi des conditions environnementales qui contribuent en fait à la dégénérescence, telles que l'athérosclérose, telles que la consommation de tabac, telles que les diètes, l'obésité. Eux, ils participent également. Donc, ensemble, les éléments non environnementaux avec les éléments génétiques se combinent ensemble comme prédilection à la dégénérescence maculaire. Je vous ai introduit un petit peu un élément intéressant qui est la choriocapillaire. Et cette choriocapillaire est essentielle à la survie des cellules pigmentaires et également des photorécepteurs. Cette choriocapillaire, par contre, en fonction du temps, avec l'âge, comme vous voyez ici, elle s'involue, elle diminue de taille, de telle sorte à ce que, plus on passe avec le temps, plus en fait, les cellules ont plus de chances de souffrir un petit peu à cause que l'apport de sang, l'apport d'oxygène et de nutriments est en train de diminuer avec l'âge. Et ceci, il y a beaucoup d'évidence que ceci a lieu dans la dégénérescence maculaire, mais également dans d'autres pathologies. Et c'est très intéressant, on va à l'autre extrême de la vie, chez les bébés prématurés, nous avons également, en fait, une involution de cette choroïde-là. Les bébés prématurés, pas les bébés à terre, les bébés prématurés. Et donc, ceci a des conséquences. Et en fait, il y a une série d'études qui ont montré, qui montrent qu'avec le temps, ces patients-là, ils ont des dégénérescences au niveau de la macula, tant au niveau fonctionnel qu'au niveau par fondoscopie visuelle. Et donc, ça fait que quand on regarde, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde ici un enfant qui avait une rétinopathie du prématuré, ici, comparé à un enfant normal, l'épaisseur de la choroïde est plus petite chez l'enfant qui a eu une rétinopathie du prématuré. Et ceci même plusieurs années après qu'il a été prématuré. En fait, il y a eu des études qui ont montré que même dans la vingtaine, ça c'est les plus récents, dans la vingtaine, milieu de la vingtaine, c'est maintenant des adultes, ces jeunes adultes-là, ils ont des choroïdes plus minces s'ils avaient eu une rétinopathie. Et donc, ça fait que ces patients sont plus à risque. Là, alors, il y a eu des études qui ont montré que si on refaisait ce même modèle-là
dans des animaux en études précliniques, ce qu'on note, c'est qu'en fait, la choroïde ne croît pas, elle reste petite, elle continue à diminuer, et avec ceci, malheureusement, les photorécepteurs commencent à diminuer. Et la fonction des photorécepteurs également. Donc, ces prématurés ont une prédilection, alors, il semblerait, à des maculopathies qui vont arriver plus tôt. Au lieu de les avoir, par exemple, à l'âge de 70-80 ans, eux, ils sont plus à risque de les avoir plus précocement. Ça veut dire que pour pouvoir avoir un impact sérieux et efficace dans les dégénérescences maculaires, comme dans n'importe quelle maladie, il faut les détecter précocement. La détection est vraiment essentielle. Alors, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On a des examens oculaires, le fond d'œil, le Amsler Grid, ça c'est ce que je vous ai montré avec les distorsions des lignes qui sont notées. Et de plus en plus, l'imagerie par OCT. L'OCT, est-ce que vous savez ce que je pense que vous savez ce que c'est? Optical Coherence Tomography, une tomographie. C'est comme si on employait en fait une tomographie par scanner, mais à très haute résolution parce que c'est optique. Alors, ça fait que la précision est beaucoup plus. La précision, en fait, on est capable de voir des capillaires. Donc, c'est vraiment une grande précision. Et je mentionne ceci parce qu'en fait, maintenant, de plus en plus, on prend ces images-là qui sont en fait développées par ces appareils et on arrive en fait ce qu'on appelle de la mémoire deep learning qui mène qui va à l'extérieur. Si on poursuit ceci, c'est de l'intelligence artificielle qui permet d'analyser ces données-là et avoir une idée tant de la précision de qu'est-ce qui se passe au niveau de la rétine, mais également donne des prévisions de qu'est-ce qui va se passer avec la dégénérescence de cette rétine. Donc, l'intelligence artificielle arrimée avec les processus d'imagerie qu'on a maintenant, ça va beaucoup aider, va aider énormément. Mais en plus de ça, on peut ajouter d'autres éléments. J'en ai parlé des éléments d'inflammation, des éléments de cholestérol oxydé. Ceux-ci aussi peuvent être détectés précocement et peuvent aider dans ce processus. Donc, on prend l'image, on prend les facteurs moléculaires qui se trouvent dans le sang, et plus récemment, les plaques amyloïdes au niveau de l'œil. Et ça, c'est devenu assez intéressant. Par imagerie hyperspectrale, on est capable d'identifier très précocement des plaques amyloïdes avant même qu'il y ait un impact néfaste sur la fonction des photorécepteurs avec ces plaques. Et puis, donc, ça nous permet beaucoup plus précocement de diagnostiquer et donc d'intervenir en conséquence, de façon plus efficace. En ce moment, comme on a dit, il y a deux genres on catégorise la dégénérescence maculaire en neurodégénérative et puis néovasculaire. Pour le néovasculaire, les grandes lignes sont les thérapies photodynamiques, la photocoagulation, ou les thérapies en fait qui sont les anti-VEGF, dont sûrement vous en avez entendu parler. VEGF pour Vascular Endothelial Growth Factor, qui est essentiel, c'est un facteur qui est essentiel à la prolifération néovasculaire des vaisseaux. Et
pas seulement, maintenant, il y a aussi des médicaments qui s'avèrent être un peu plus efficaces. Ils ne sont pas nécessairement plus efficaces, mais on peut les donner de façon moins fréquente quand on combine un anti-VEGF avec d'autres anti-angiopoïétines. Parce que l'angiopoïétine est également impliquée dans la formation et la maturation des vaisseaux. Et donc, cet aspect-là a vraiment changé la donne au niveau de la dégénérescence maculaire. Mais au niveau de la dégénérescence maculaire de type neurodégénérative, où en fait, il n'y en a pas, où il y a pas de néovascularisation. Là, jusqu'à récemment, nous n'avions qu'une seule chose, c'était des vitamines, de la lutéine, de la gentille. C'était un petit peu, c'était pas que c'était inutile. Pour démontrer leur efficacité, ça prenait des énormes populations. Et quand ça prend des énormes populations, on n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait clair à propos de leur efficacité. Et puis, les populations stratifiées n'ont pas en fait été identifiées, ceux qui en fait bénéficieraient le plus de ce genre de traitement. Mais on avait parlé d'antioxydants et puis ça fait partie de cette thérapie. Autrement, jusqu'à récemment, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Mais plus récemment, nous avons en fait plusieurs médicaments qui sont en développement. Il y a de ceux en 2023, 2 médicaments qui ciblent le complément. Et beaucoup de recherches ont été faites sur le complément. Pourquoi? Parce que, à cause de cette histoire-là de mutation que je vous avais parlé, elle est impliquée dans la dégénérescence maculaire. Donc, ils se sont dit, si on cible le complément, ça serait utile. Et donc, les 2 premiers qui sont sortis, ce sont les 2 premiers médicaments qui sont sortis dans l'atrophie géographique, dans la dégénérescence maculaire de type sèche, sont le pegcetacoplan et le Zimura, le Avastin Captad. Eux, c'était en février 2023 et l'autre en août 2023. Et dans les études de phase 3, le pegcetacoplan s'est avéré légèrement plus efficace que ne rien faire, mais une amélioration de 10% de la lecture des livres. Vraiment fait. L'Avastin Captad était un petit peu meilleur que ça, mais il y a beaucoup de marge à améliorer encore ces médicaments. Et ça fait que le pegcetacoplan est approuvé en Amérique du Nord, Canada et par Santé Canada et par le FDA aux États-Unis. Et l'Avastin Captad, lui, il est en fait, il est seulement jusqu'à présent approuvé par les États-Unis. Il est en étude par Santé Canada. Malheureusement, les Européens, bien, à cause que les médicaments ne sont pas trop efficaces, les Européens ont rejeté en fait l'approbation de ces 2 médicaments. Donc, ils ne sont pas disponibles en Europe. Mais il y a d'autres. Et en fait, comme vous voyez, quasiment la moitié de ce tableau-là, ce sont d'autres inhibiteurs du complément. C'est pour vous dire comment il y a eu tellement d'emphase sur les compléments. Mais je reviendrai sur ça. Parce qu'en fait, le complément, se peut que ce soit un petit peu trop tard quand on administre les anticompléments. Il y a aussi des médicaments qui sont des inhibiteurs de l'agrégation de la vitamine A, parce que la vitamine A est essentielle à la vision. Alors, ceci empêche cette agrégation, ça, anormale. Et il y a d'autres médicaments, on en avait parlé, de l'inflammation, qui ciblent l'inflammation, l'inflammasome, qui est
particulièrement la cascade de l'interleukine 1, cette cytokine, ce facteur inflammatoire qui est très haut dans la cascade de l'inflammation. Où en sommes-nous? Dans beaucoup de ceux-ci, nous sommes en phase 3, surtout en ce qui a trait au complément. Mais dans les autres, il y a certains dont ceux sur l'inflammasome, ils sont encore en préclinique. Alors, le complément. On parle beaucoup de compléments. Il y a eu en fait une revue de la littérature qui a récemment, cette année, en 2025, qui a été publiée par Dr. Francine Béard-Cohen. C'était notre invitée cette année pour Réseauvision. Et elle avait en fait, et dans cette, elle rapporte malheureusement les échecs des anticompléments. Ce n'est pas que ce n'est pas une bonne cible, c'est que en ce moment, nous ciblons les patients trop tardivement pour recevoir des anticompléments. Si on était capable de les identifier plus précocement, ça serait probablement beaucoup plus bien. Ce n'est pas que ces médicaments sont inefficaces, c'est qu'en fait, le rôle du complément n'y est plus aussi important au moment où on l'administre. Il est beaucoup plus important, plus précocement. Et alors, comme vous voyez ici, ce complément, il y participe en fait à l'inflammation et puis même à la formation de débris qui se forment en dessous de l'épithélium pigmentaire de la rétine. Mais vous voyez que dans toute cette liste-là de différents anticompléments qui ont été testés, les effets sont très mitigés. Et en fait, je pourrais vous dire, ou bien ils n'atteignent pas leur cible, ou bien ils sont inefficaces, ou bien en fait, on n'arrive pas à trouver la bonne dose. Donc, ça fait qu'ils ne sont pas très efficaces. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas d'autres produits. Et en fait, on va parler maintenant un tout petit peu, dans un instant, sur les anti-inflammatoires. Il y a d'autres médicaments aussi, parce que j'en ai parlé, autre que le complément, parce que je vous ai parlé du métabolisme. Et dans le métabolisme, à l'intérieur des cellules, il y a des machines à énergie, des petites organelles qui qui sont très importants à produire de l'énergie. Ces organelles-là s'appellent des mitochondries. Et en fait, il y a des évidences que protéger les mitochondries, ça aiderait en fait à préserver la cellule. Parce que c'est important, il faut maintenir l'énergie. Il y a aussi des molécules qui ont été développées. Je vous ai parlé de plaques bêta-amyloïdes, des anticorps anti-bêta-amyloïdes, en ce moment, qui sont en étude phase 1. Donc, ils sont encore en phase 1, ils devraient passer en phase 2 en 2026. Et ça c'est intéressant, parce que si on arrive avec des outils de diagnostic précoce, ça pourrait vraiment aider le patient. Il y a aussi des produits, donc je vous ai parlé surtout de médicaments qui sont maintenant, qui ont passé la phase préclinique, c'est-à-dire les phases animales, qui sont en étude au niveau du patient en phase 1. Et il y a d'autres qui sont aussi émergents, d'autres thérapies émergentes, qui sont en étude préclinique, assez avancée. Donc, il y a des régulateurs des lipides. Je vous avais parlé du CD36. Le MPE 298, c'est un médicament qui améliore la captation des lipides oxydés, le métabolisme des lipides, et puis donc protège la cellule contre les lipides oxydés. Et ce médicament-là
il est en fin de phase préclinique. Il y a des agents qui facilitent ce qu'on appelle l'autophagie, surtout la mitophagie. Et qu'est-ce que c'est? C'est parce que je vous ai parlé un petit peu de médicaments, de qu'est-ce qui se passe au niveau de la choroïde. La choroïde, elle devient involuée, elle s'amincit de plus en plus. Mais un petit amincissement de la choroïde a un impact très important sur le débit sanguin. Alors, ce qui fait que quand ceci a lieu, là alors, les cellules sont en train de souffrir. Et elles accumulent en fait des organelles qui ne sont pas en très bonne santé. Et pour améliorer le processus, c'est si en fait ces organelles-là sont bouffées par la cellule, on produit alors de l'énergie et on maintient alors la cellule en vie. Et c'est un petit peu ça sur lequel ces nouveaux médicaments ils agissent. Donc il y a vraiment on peut déjà envisager des combinaisons de médicaments qui pourraient avoir un impact très intéressant dans la dégénérescence maculaire. L'autre chose, je vous avais parlé aussi de l'inflammation et puis de la dégénérescence des photorécepteurs. Et donc, si on avait des agents qui sont neuroprotecteurs, même neuroprotecteurs contre les effets néfastes des plaques bêta-amyloïdes, on aurait en fait un avantage. Et puis, l'inflammation. Il y a en fait, notre laboratoire même travaille sur en fait une série de molécules que nous avons développées qui ciblent particulièrement ce facteur-là inflammatoire, interleukine 1. Et puis les résultats, nous sommes en fait en ce moment en phase préclinique, mais on a des intérêts commerciaux qui sont en train de se pointer. Donc, revenons, juste pour faire un petit peu le lien, revenons un petit peu aux lipides, parce que c'est là où, en fait, c'est là où les drusènes commencent à s'accumuler. Le CD36 joue un rôle vraiment important dans ce processus-là, parce qu'il bouffe les lipides oxydés, il les métabolise. Et puis, si ça n'a pas lieu, là, alors il y a une inflammation. Alors, ce qui fait que avoir un effet de bouffer les lipides, et ça a un effet non seulement d'éliminer la peroxydation, mais aussi de régler le problème de l'inflammation. Et donc, la modulation de ce CD36 avec des agents comme MPE 298 pourrait être très intéressant pour le futur. Donc, pourquoi cibler l'interleukine 1? Je voulais juste vous montrer un petit graphique, un diagramme. Alors, vous voyez ici, ça c'est une rétine normale. Une rétine qui commence en fait à être envahie, à un petit peu de drusène, envahie par des cellules inflammatoires. Et puis ces cellules inflammatoires, elles produisent beaucoup de ce facteur, l'interleukine 1. Et cet interleukine 1 a un effet lui-même, il active des enzymes pro-oxydants et il a un effet de boucle, plus d'inflammation. Donc ça fait un cercle vicieux. Et ce cercle vicieux a un effet néfaste sur la survie des cellules environnantes. De telle sorte à ce que l'accumulation abondante de macrophages mène à une destruction de l'épithélium pigmentaire et également des photorécepteurs qui sont adjacents. Et alors, nous nous sommes dit, est-ce que c'est possible de cibler cet interleukine 1 et de préserver les photorécepteurs et le RPE? Et en fait, ce que cette diapo démontre, c'est que c'est possible. Si on regarde l'épaisseur des photorécepteurs, ici, elle est préservée par cette molécule-là, Ridvela. Ceci, en fait, on voit aussi que les cônes sont préservés. Et en fait, on voit également que la fonction des photorécepteurs par électrorétinogramme est préservée également par cette molécule.
Donc, cibler l'interleukine 1 serait quelque chose d'intéressant. Non seulement par IVELA, mais également par des produits comme Kineret qui sont déjà disponibles sur le marché et approuvés depuis 2004. Ce sont des anti-ILA. Et alors, lorsqu'on compare les anticompléments aux anti-interleukine 1, on a beaucoup d'avantages avec les interleukines 1. Ils sont très pointus dans l'inflammation. Vraiment, il cible l'IL1. On n'a pas d'effet mitigé. Les effets sont beaucoup plus reproductibles parce que l'IL1 joue un rôle vraiment majeur à plusieurs étapes de la dégénérescence. On réduit le risque de néovascularisation. On facilite en fait l'intervention parce que dans le cas de complément, l'intervention meilleure, ça serait une intervention très précoce, mais on n'est pas capable de le donner à ce moment-là parce qu'on n'est pas capable d'identifier le patient. Et puis, en plus de ça, on est beaucoup plus sélectif avec un produit comme Rivella qui, lui, en fait, préserve certaines fonctions cellulaires qui ne sont pas préservées avec ILR. Donc, en ce moment, nous continuons à travailler sur ça et il y a même des essais en ce moment où, en fait, on est en train d'essayer le Kineret qui est déjà approuvé pour voir si on est capable d'améliorer la progression de la DML. Je vais terminer alors avec un élément qui a à faire avec la thérapie cellulaire. Donc, au niveau moléculaire, il semble y avoir vraiment plusieurs avis. Au niveau de la thérapie cellulaire, ce n'est pas vraiment mon domaine, donc je vais vous donner de façon très brève. C'est essentiellement, il y a plusieurs aspects qui sont en développement, beaucoup au niveau du développement de l'épithélium pigmentaire rétinéen, le RPE, à le remplacer. Et d'autres, c'est la combinaison d'épithélium pigmentaire rétinéen avec la choroïde à remplacer puisqu'elle s'involue pour améliorer. Alors, l'idée derrière la thérapie cellulaire, c'est vraiment pour remplacer les cellules endommagées. C'est vraiment ça. Donc, il y a un élément de transplantation. S'il y a transplantation, il y a toujours un élément un petit peu plus de risque de rejet. Et donc, d'autres molécules devront être introduites également, telles que les anti-inflammatoires, il n'y a pas de rejet. Il y a en fait un support, ce qu'on appelle la matrice dans laquelle en fait ces cellules s'intègrent. Donc, la matrice elle-même, il y a de nouvelles matrices qui sont en développement, qui sont partie synthétique et partie en fait naturelle. Et puis, il y a en ce moment des essais cliniques qui sont en cours avec les RPE. Il y a de ceux qui sont en phase 3 déjà pour l'épithélium pigmentaire rétinéen et puis des phases 1 réticulum pigmentaire rétinéen avec choroïde. Donc, en somme, outre les anti-VEGF et les inhibiteurs de complément, il y a plusieurs avenues qui sont en train de se pointer dans l'avenir et de façon très prometteure. Les anti-inflammatoires, la préservation de la mitochondrie, ces machines-là à énergie intracellulaire, la neuroprotection pour préserver en fait le RPE et les photorécepteurs, la thérapie cellulaire et peut-être la thérapie génique. Il faut vraiment souligner l'amélioration des diagnostics qui sont en cours. Et en fait, dans une des compagnies, c'est une compagnie, c'est intéressant, elle s'appelle Optina, c'est une compagnie d'origine québécoise qui maintenant a au niveau diagnostic hyperspectral, en utilisant le laser hyperspectral,
ils ont déjà, en fait, leurs appareils sont déjà approuvés pour utilisation dans la dégénérescence maculaire et distribués aux États-Unis. Ça vient de commencer l'année dernière. Donc, c'est vraiment assez prometteur où est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là. Et puis finalement, je pense que en tant que médecin, je peux vous dire, il n'y aura pas une molécule qui va être une magic bullet. Ça va être vraiment une combinaison dépendamment des critères et de qu'est-ce qui se passe chez le patient. Et c'est avec cette amélioration-là de qu'est-ce qu'on voit qu'on pourra dire, on va combiner tel et tel pour une meilleure amélioration. À présent, je pense que on focus beaucoup sur les anti-inflammatoires, dont fait partie le complément, et les neuroprotecteurs. Les neuroprotecteurs. C'est ça. C'est ça. Exactement. Oui. L'avenir est vraiment prometteur et on espère qu'il va se pointer bientôt. Merci de votre attention. OK, on va passer à la prochaine partie de l'événement. Je m'excuse pour ça en ligne, c'était un petit peu plus difficile à comprendre pendant cette période-là. On n'avait pas de micro, malheureusement. Donc, on va accueillir notre prochaine présentatrice, qui est Mme Castonguay. Donc, je vais l'introduire rapidement. Donc, Mme Castonguay, c'est la directrice générale de l'AQDM, l'Association québécoise de dégénérescence maculaire. Elle est elle-même atteinte de la forme sèche de cette maladie depuis 2021. Avant de diriger l'AQDM, elle a occupé des postes en gestion, en relations publiques et en développement de partenariats dans le domaine des services aux entreprises, dans le milieu associatif et dans le secteur de la santé. Elle a aussi défendu de nombreuses causes à titre de présidente de conseil d'administration. Pour l'avoir expérimenté au sein de plusieurs regroupements, elle sait que l'entraide et la mobilisation permettent de réaliser de grandes choses, même avec de petits moyens. Donc, merci encore, Mme Castonguay, puis on vous laisse témoigner de votre expérience. Il y a une caméra ici. Oui, il y a une caméra ici. Que je vais la diriger vers vous. Comme ça ici. C'est Ouais, que je vois. Pour que je reste devant l'écran. Exactement. Puis je vais arrêter dans le sens. Oh. Non. OK. OK, ça, je pense que c'est bon. Parfait. Je peux y aller. C'est ça, je vais l'installer juste devant. Oui. Ben, écoutez, c'est ça, je vais à la fois vous regarder dans la salle, puis je vais regarder les gens qui sont à distance. Donc, ben, pour commencer, merci beaucoup au comité étudiant du réseau de recherche en sciences de la vision de nous donner l'occasion d'avoir cet entretien avec Dr. Sylvain Chemtom, qui nous a donné une vision à la fois scientifique, mais en même temps accessible pour nous de l'état de la recherche. Et pourquoi est-ce que, comme patient, on s'intéresse à la recherche? Ben, c'est nous, on a un mot de 6 lettres là-dedans qui est pour nous, qui s'appelle l'espoir, qui est l'espoir que ça pourrait améliorer ou maintenir notre vision ou ralentir la progression de notre maladie dans les prochaines années. Mais moi, j'ajoute un élément à ça qui est moi-même, je suis atteinte de dégénérescence maculaire. Dans mon cas, c'est héréditaire. Mon père avait la dégénérescence maculaire, une de mes tantes. Et pour moi, il y a un facteur intergénérationnel là-dedans. Pourquoi? Parce que je me dis que même si moi, j'en bénéficierai peut-être pas moi-même dans mes années de vie, bien, peut-être que mes enfants, mes petits-enfants et tous ceux qui ont des cas dans leur famille, qui ont un cas qui est héréditaire, bien, vont en bénéficier. Donc, merci beaucoup pour cette recherche inlassable qui se fait ici au Québec et qui se fait à travers le monde. Parce que pour nous, bien, c'est un espoir, mais moi, je le mets sur quelques générations. Et peut-être que comme dans d'autres types de maladies, on aura dans quelques décennies, on parlera de ça comme étant quelque chose qui est beaucoup plus simple à traiter, puis on ne perdra pas sa vision.
centrale. Ça, c'est mon rêve, c'est mon cadeau de Noël que je nous souhaite. Donc, on devait être deux témoignages ce matin. Lucien Lecomte, qui est membre de la QDM ici à Montréal, devait m'accompagner ce matin. Lucien a dû décliner ce matin. Il a 90 ans, il est toujours intrépide, donc il a levé des boîtes pour aider sa voisine dans sa cuisine. Alors, il s'est blessé, donc ce matin, il ne pouvait pas venir avec moi. Lucien est atteint de dégénérescence maculaire sèche et humide depuis l'âge de 80 ans. Et ben, il aurait donné ce parcours que moi, je n'ai pas avec la dégénérescence maculaire humide. Je n'ai pas d'injection. Mais ce que je vais faire, moi, ce matin, je vais prendre peut-être 10 minutes pour faire un petit peu mon parcours, mais comme je dirige l'association depuis 4 ans, ben, j'en ai entendu des cas de gens qui ont la dégénérescence maculaire, puis des proches aidants qui appellent au bureau ou qui viennent nous voir lors des conférences. Donc, je veux transmettre un petit peu, particulièrement à ceux qui sont médecins résidents, étudiants ici, qui sont avec nous, ou des chercheurs, ce parcours du patient. Parce que qu'est-ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette présentation, c'est la collaboration entre les gens qui travaillent en recherche, les chercheurs au niveau universitaire et nous, les patients. Parce qu'en bout de ligne, au bout de la chaîne de toute cette recherche, ben, il y a un impact qui peut être positif sur l'autonomie, sur la vision des gens. Donc ça, moi, quand je suis arrivée à la QDM, je suis là depuis 2022. Je vais quitter mon poste la semaine prochaine. Je vais demeurer bénévole. Mais j'ai trouvé que la concertation et la collaboration étaient des éléments clés au Québec. C'était des éléments sur lesquels la QDM était peut-être moins active depuis quelques années. Alors, ce lien-là avec les chercheurs au Québec, cette possibilité d'être ce qu'on appelle un patient partenaire, c'est très important pour nous et c'est quelque chose qu'on veut continuer à cultiver. Donc, quelques mots sur mon parcours à moi. J'ai 67 ans, bientôt 68 ans. Donc, je suis un petit peu une jeune, entre guillemets, personne atteinte de dégénérescence maculaire. Mon parcours a commencé en 2021 chez mon ophtalmologiste. Moi, j'allais là, mon optométriste me dit, j'aimerais que vous soyez surveillé. Je ne savais pas c'était quoi, là. Donc, alors, je vais voir l'ophtalmo qui me dit, ben, vous souffrez de dégénérescence maculaire. Je ne connaissais pas la dégénérescence maculaire. Je n'avais jamais entendu parler de dégénérescence maculaire. Mais je n'aimais pas le mot dégénérescence. Je me suis dit, quoi ça, la dégénérescence? Alors, ben, sur le coup, mon médecin me dit, Madame Castonguay, c'est au début, là, vous reviendrez me voir l'an prochain. Ah, c'est une bonne nouvelle, l'an prochain. Qu'est-ce qu'il me dit, dans le fond? C'est une bonne nouvelle. On ne veut pas savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer dans les prochaines semaines. Donc, il me dit, ben, allez voir ma secrétaire, elle va vous donner un rendez-vous pour l'an prochain. Elle va vous donner un papier. Elle m'a donné la grille d'Amsler, que tous les patients connaissent, la grille d'Amsler. Elle me dit, tout ce qu'elle me dit, c'est, écoutez, Mme Castonguay, si ça gondole beaucoup vos lignes dans l'année, là, venez nous voir. Sinon, vous revenez l'an prochain. C'est que je suis sortie du bureau du médecin. J'ai dit, bon, écoute, j'ai un diagnostic. Comme je suis en communication, j'ai travaillé dans le domaine de la santé, j'ai travaillé avec des associations, des groupes de patients et de professionnels de la santé. Je vais chercher une association au Québec qui pouvait peut-être me donner des informations parce qu'évidemment, le médecin, puis je le comprends, s'il fallait que les médecins commencent à nous expliquer qu'est-ce que c'est la dégénérescence maculaire, le parcours, les deux formes de maladie, ça prendrait une demi-heure de nous expliquer ça. On serait anxieux, puis on ne voudrait pas sortir de son bureau. Donc, ils nous disent pas grand-chose. Puis après ça, ben, en général, surtout la première année, on n'aura pas d'impact important dans la plupart des cas. Donc, on s'en va avec son diagnostic. Alors, dans mon cas, je reviens chez moi, j'appelle ma mère, je dis, hey, maman, j'ai un diagnostic de dégénérescence maculaire. Je ne sais pas c'est quoi, là, mais en tout cas, elle me dit, ben oui, c'est lui, ton père a eu ça, la dégénérescence maculaire. Je dis, ben pourquoi on n'en a jamais parlé? Elle dit, ah, ben, tu sais, mon père est mort à 77 ans. Probablement que la dégénérescence maculaire était en début de parcours, donc
Mon père était atteint du cancer, problème cardiaque, problème d'arthrite rhumatoïde très grave. Mettons que dans le lot de toutes ces maladies, la dégénérescence maculaire n'était pas un problème significatif. Pourquoi? Parce que il était capable de voir, donc c'était pas un problème. Et ça, je le mentionne particulièrement pour les gens qui sont dans le domaine médical ou euh, les comorbidités, c'est-à-dire les patients. La plupart des gens sont des patients qui ont plus de 75 ans. Pourquoi? C'est une maladie qui, oui, moi, je suis un peu jeune, à 63 ans. On parle de cas de plus en plus jeunes apparemment, mais c'est après 75 ans que les gens sont atteints. Donc, si on a la dégénérescence maculaire sèche et qu'on n'a pas la forme humide, ben, on peut vivre toute sa vie sans trop s'en rendre compte si on décède 5-10 ans après le diagnostic. Dans un cas comme le mien, 63 ans, une hérédité du côté de ma mère jusqu'à 90 ans passés, c'est sûr que je me dis peut-être que je vais avoir un impact. Peut-être que, d'ailleurs, je commence à voir la perte visuelle, puisque maintenant, j'ai la dégénérescence dans les deux yeux. Depuis 4 ans après, j'ai eu un diagnostic dans l'œil droit. Donc, au début de la maladie, on ne comprend pas trop. Si on n'est pas trop curieux ou si on veut pas, des fois, ce que je vois aussi souvent, c'est que les gens ne veulent pas trop se poser de questions parce que je reviens l'an prochain, c'est pas compliqué. Donc, tu sais. Alors, nous, euh, moi, ce que je veux dire, ce qu'on amène, puis le docteur Champton disait la même chose, la détection précoce et la compréhension de la maladie a un impact sur la capacité de prolonger sa vision. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on avait, c'était les vitamines qui étaient, bon, on parle de 30 25 de ralentissement dans certains cas, pas dans tous les cas. Il faut bien manger, il faut bien s'alimenter, il ne faut pas fumer, etc. Donc, tout ça, ça contribue. Là, maintenant, on commence à avoir, à part les anti-VEGF pour la forme humide, on voit poindre des solutions médicamenteuses et des aides visuelles dont le Dr. Champton parlait aussi, des essais cliniques pour des aides visuelles révolutionnaires qui pourraient nous permettre de revoir la vision centrale. Évidemment, tout ça a un coût, là, mais on voit des probabilités significatives pour nous. Donc, ce que je veux amener, c'est que nous sommes au cœur nous-mêmes de notre destinée. C'est-à-dire que nous-mêmes, on doit s'enseigner. Nous-mêmes, on doit se mobiliser. Et ce que je dis souvent quand on a nos conférences virtuelles à l'association, qui sont d'ailleurs très populaires, comme d'ailleurs, on a beaucoup de gens qui sont en ligne ici ce matin, c'est que comme patient, c'est très intéressant de voir tout ce qui s'en vient. Mais pour qu'on y ait accès ici au Québec, et pour qu'on y ait accès ici au Québec gratuitement, c'est un parcours. Dans les années 2000, quand il y a eu l'accès aux médicaments pour traiter la forme humide, au départ, en 2007, c'était payant. Il fallait que les patients payent. Ça coûtait cher. C'est un médicament que les gens devaient prendre à tous les mois. Sinon, ben, s'ils ne le prenaient pas tous les mois à l'époque, maintenant, on parle de 3 mois, 4 mois, dans certains cas, entre les injections, ça coûtait très cher. Donc, il y a des gens qui ne pouvaient pas se payer ça, là, des injections. Donc, il a fallu une mobilisation des gens. Mais moi, ce que je vous dis, moi, je finis mon terme à la QDM comme dirigeante. Je vais continuer à être mobilisée comme bénévole, puis je vais travailler encore pour la mobilisation parce que quand on aura des possibilités de traitement, quand on aura des possibilités d'aide visuelle qui vont nous faciliter la vie, bien, il va falloir qu'on soit reconnu par le gouvernement. Il va falloir que notre association et que toute notre mobilisation en sciences de la vision, puis en patients qui ont la dégénérescence maculaire, il va falloir qu'on soit mobilisés parce que le gouvernement n'arrête pas de nous dire on n'a pas d'argent, on n'a pas de budget, les médicaments, ça coûte cher, etc. Bien, si on en veut des traitements, il va falloir qu'on se mobilise. Et juste un dernier mot, quand j'ai mis dans nos communications qu'il y a 500 000 personnes au Québec qui sont atteintes de dégénérescence maculaire, c'est le directeur de l'école d'optométrie de l'Université de Montréal qui avait fait cette statistique.
basé sur des statistiques au Canada, on est loin du fait que 500 000 personnes sont au courant qu'elles sont atteintes de dégénérescence maculaire. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant parce que c'est une maladie sous-diagnostiquée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas chez l'optométriste pour avoir un examen et savoir qu'est-ce qui leur arrive. Puis dans les premières années, ça ne se détecte pas facilement puisqu'il y a un œil qui est très fonctionnel, puis l'autre, la dégénérescence sèche, progresse sur quelques années. Donc, on est loin du compte que pour que tout le monde soit mobilisé. Donc, moi, c'est ça que je vous donne ici. Puis c'est un petit peu mon legs de fin de mandat. C'est qu'on ait énormément de gens concernés au Québec, que ce soit des gens qui ont le diagnostic, ceux qui sont au courant qui ont le diagnostic, les proches aidants de tous ces gens-là, les enfants, la famille de tous ces gens-là qui devraient être au courant, parce qu'on parle dans 25 des cas que c'est héréditaire. Donc, c'est énormément de monde, ça, au Québec. Là, quand on fait le total de ça, là, on dit toujours à peu près 1 personne sur 8 a la dégénérescence maculaire, plus tout son entourage. Donc, ça me semble très important qu'on comprenne que ce n'est pas une maladie rare, hein? C'est une maladie très, très, très importante au Québec. Donc, c'est à peu près ce que je voulais dire. Là. J'aimerais ça prendre le temps, soit que moi je parle ou que si vous avez d'autres questions pour Dr. Chantom, qu'on en profite d'ici 11h30 pour prendre vos commentaires et répondre à vos questions.